Alors salut à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie aujourd'hui de mon vieil ami Nicolas Bailleul qui est complètement passionné de voyage, donc il voyage relativement souvent dans plein de pays où on est un petit peu tous interrogés de comment ça peut se passer quand on s'y trouve soi-même directement. Et au-delà de ce qu'on peut trouver dans les informations, dans les journaux télévisés et autres. Donc toi, tu as l'habitude de t'immerger en fait, dans ces environnements. Et puis, je trouvais génial de pouvoir nous faire partager ton expérience au travers de tous tes voyages relativement loin de chez nous. Donc avec des cultures et des philosophies qui sont quand même assez éloignées, je pense. Donc merci déjà d'accepter, hein, parce que c'est le premier, d'après ce que j'ai entendu. C'est le premier interview que tu mènes et puis je te remercie déjà de partager cette expérience. Je pense qu'il y aura pas mal de gens qui seront super intéressés de suivre cette vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Mais bon, c'est après une histoire d'endurance pour les plus expérimentés. Alors, écoute, je vais te donner la parole. Déjà, tu te présentes, tu nous laisses comprendre qui tu es et puis pourquoi tu fais ces démarches de voyage. Alors, je suis infographiste de métier, plus spécialisé dans la vidéo, donc vidéaste. Et puis, je voyage pas mal depuis 2010, beaucoup sur le continent asiatique. Et puis, alors ça me permet de mélanger la vidéo et le voyage, donc qui sont mes deux passions. Donc j'ai trouvé un peu un fil conducteur là qui me permet de m'exprimer un peu dans ma créativité. Et puis c'est un moyen aussi de, je dirais, d'avoir ma propre créativité et pas avoir des contraintes par rapport à mon job que j'ai aujourd'hui. Avec des cahiers des charges, etc. Donc quand je voyage, j'ai ma propre créativité, mes propres cadrages, je fais mes propres scripts, mes propres idées, et ça c'est un peu l'avantage. Et quand tu es un peu comme Batman, tu as la face normale, publique, et puis tu as ta face un peu expérimentale comme ça, ouais, voilà, où tu peux t'exprimer complètement. Exactement. Et puis bon, après, ça permet aussi de voyager un peu différemment. Parce que forcément, quand tu voyages avec des caméras, tu ne vas pas voyager comme dans une agence de voyage. Quand tu es en groupe, etc., tu vas plutôt aller sur les spots touristiques de base, faire les temples que tout le monde fait, etc. Et puis quand tu voyages avec une caméra, si tu veux faire du film, de l'image, tu vas peut-être changer un peu tes itinéraires. Tu vas pas prendre ce qui est dans le guide du routard forcément, ni dans le Lonely Planet, tu vas essayer de chercher un peu ailleurs. Et puis tu vas faire des rencontres aussi qui sont différentes. Surtout si tu es tout seul, si tu es en solo. Je pense qu'avec une agence de voyage, si tu es en groupe, voilà, les gens ne viennent pas vers toi. Donc déjà, tu n'auras pas les mêmes je dirais, expériences de voyage. Ça, c'est vraiment, je pense, un truc qui me motive aujourd'hui. Aller à la rencontre de la réalité du lieu, ouais, pas tellement à un truc qui ressemble à ce qu'on peut voir dans une brochure d'agence de voyage. Donc ça, c'est déjà le premier point qui est essentiel. Ouais. Donc, tu vas plutôt aller dans des coins un peu retirés où les agences vont pas forcément emmener les gens. Ouais, exactement. C'est ce qui me motive aujourd'hui, c'est qu'après, j'ai vraiment fait de belles rencontres grâce à la vidéo. Les gens ils sont attirés, alors voilà, ils sont curieux, ils me voient qu'une caméra dans un endroit, un petit village, ils sont curieux, viennent me voir, on discute, etc. Et puis après je suis invité chez les gens à manger, quoi. Ouais. Ça se passe comme ça, donc ça c'est vraiment le côté cool, quoi. Et puis je le fais aussi parce que pour moi, il y a une phrase que j'aime bien d'ailleurs Enfin voilà, je voyage beaucoup en Asie, donc je m'intéresse un peu au bouddhisme, etc. Et puis il y a Mathieu Ricard, qui est un ingénieur à la base, qui est... Je connais, j'ai suivi un petit peu. Qui est photographe en fait, lui, qui est passionné de photographie et qui fait de la photographie au Tibet. Puis il y a une phrase que j'aime bien qui dit la photographie c'est une forme de méditation, quoi. Donc, je pense que la créativité, la vidéo, etc., pour moi c'est aussi une forme de méditation. Ça me permet de me retrouver avec moi-même, voilà, d'être concentré aussi sur quelque chose. Ouais, et puis c'est un peu, voilà, il y a des gens qui vont faire du sport pour déstresser, pour enlever l'anxiété, voilà. Moi, ce serait plutôt la vidéo. Tu prends un sac à dos, un paquetage avec du matos, et puis clac, tu vas t'immerger, quoi. Voilà, exactement. Alors, pour la question suivante, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que
qu'est-ce que tu espères aller trouver là-bas en termes d'image que tu pourrais évidemment pas trouver ici? Qu'est-ce qui fait que tu t'accomplis quand tu te trouves devant cette situation qui te remplit émotionnellement, hein, je pense que c'est un peu ça. Et puis qui fait que tu n'as pas eu l'impression que tu avais forcément aussi volé l'instant, parce que je pense qu'il y a une espèce de frontière quand même qui est délicate entre le moment où voilà, tu vas, enfin, tu as une forme de satisfaction, mais tu as aussi une situation des fois qui est relativement un peu triste. Par rapport au respect aussi, de ne pas voler ouais, parce que c'est un peu ce que font les gens quand ils partent avec des agences, ils veulent absolument voir le truc. Ouais, alors déterminant quoi. Ouais, clairement. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire passer l'émotion à travers mes vidéos, à travers les portraits, etc. Donc que ce soit avec le son, que ce soit à travers le regard des gens, le sourire des gens. Ça, c'est vraiment un peu le focus, ce que je recherche aussi en termes d'image. Je vais, comme j'ai dit, éviter les photos cartes postales, les spots, que tout le monde fait la photo, que tout le monde fait, etc. Mais après, le but, ouais, je dirais que j'ai envie de montrer le beau, quoi. J'ai envie de montrer le positif. J'ai pas envie de montrer la pauvreté, etc. Je pense que ça, il y a des gens qui font très bien aujourd'hui, c'est les journalistes, quoi. Ils vont dans un endroit... Ils font très bien ça, ouais. Ils nous montrent très bien la pauvreté. Bah ouais, voilà. Moi, j'ai pas envie de montrer la pauvreté, de dénoncer quelque chose, etc. J'ai envie vraiment de montrer le côté positif. J'ai eu des critiques, par exemple, sur le film sur la Chine que j'avais fait, sur les réseaux sociaux, avec des Chinois qui me disaient dans les commentaires que c'était pas la vraie Chine. Mais voilà, enfin, pour moi, c'est aussi la vraie Chine, ce que j'ai filmé. C'est des beaux paysages. C'est pas en plus forcément très retouché derrière en post-production. Donc c'est quand même une forme de la réalité en Chine, avec les gens, les ethnies, etc., les différents peuples. Et voilà, si j'aurais voulu filmer l'autre Chine, ben, j'aurais été à Shenzhen, qui est une grande ville où je pense que toutes les caméras du monde sont fabriquées, et puis j'aurais été dans une usine, et puis j'aurais filmé peut-être les conditions déplorables de certaines industries. Mais voilà, c'est pas mon job. Moi, j'ai envie de montrer le beau, j'ai envie de faire passer de l'émotion. Et puis après, bah, comme tu disais, il y a aussi ce contexte de faire attention à ce qu'on filme, de le faire dans le respect, bien sûr. Je pense que c'est important. Je pense que les gens oublient ça, franchement, quand ils voyagent. Je vois beaucoup de gens avec des caméras, et puis ils arrivent dans un village, puis ils shootent partout, puis ils ne demandent pas aux gens. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, je serais dans mon jardin, puis j'ai des touristes japonais qui arrivent, je suis sur mon transat, puis on me prend en photo, je pense que ça me plairait pas. Donc ça, si je peux rappeler ça aux gens, c'est juste du bon sens. Mais je pense que les voyageurs occidentaux qui vont dans les pays pauvres oublient ça, quoi. Mais ils vont aussi dans le fast parce qu'ils sont là pas longtemps, et puis ils veulent capturer un maximum d'informations, et puis bah, ils n'ont même pas le temps de demander en soi. Ouais, c'est déjà purement une dynamique de vacancier, donc tu débarques, t'as les mecs qui te les alignent, et puis tu fais la belle photo avec la belle couleur de peau. Enfin, exactement. Et puis en plus, je pense que pour eux, alors tout le monde est perdant, je pense, dans l'histoire, parce que finalement les gens ils subissent. Moi je pense que déjà à la base c'est demander. Si tu veux faire un portrait, tu demandes, t'expliques ce que tu fais. Moi je fais des films, des fois je peux pas parce que j'ai la barrière de la langue, etc. Mais au moins demander, quoi. Ça c'est important. Donc on n'arrive pas dans un village, c'est pas un zoo, puis on shoot tout, quoi. Mais je pense que tout le monde est perdant dans l'histoire si on arrive tous en masse avec des gros objectifs, puis on shoot partout comme ça. C'est les gens sur place, ça leur plaît pas. Le touriste qui fait ça, on profite pas. En fait, il a même pas le temps de s'intégrer dans l'environnement, de profiter de l'instant. Il est juste derrière sa caméra tout le temps. Après, il remonte dans un bus. Et puis après, il remonte dans un bus. Puis en fait, il a capté quelque chose qu'il a même pas profité. Voilà, il a même pas discuté avec les gens. Il a même pas appris à connaître la culture. Voilà, ça c'est vraiment dommage, quoi. Et j'ai vu franchement des scènes assez hallucinantes. Enfin, par exemple au Laos, le matin, dans certaines villes, tu as des moines qui s'alignent pour faire de l'aumône, en fait. Donc ils viennent chercher leur nourriture, en fait. Donc ils s'alignent en file indienne, et puis ils défilent dans les rues, etc. Et là, tu as des touristes, parce qu'en fait, ils ont des rues où ils passent tous les matins, les moines. Et tu as des touristes chinois, japonais, enfin un peu tout, en fait. Mais les Japonais aiment bien la photo. Donc, et ils ont des gros objectifs comme ça, et ils shootent les moines, mais vraiment à quelques centimètres, quoi. Et alors du coup, la cérémonie, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien, quoi, parce que tu entends les bruits de clic tout le temps. Je pense que les moines, ça leur plaît pas trop non plus.
Et puis voilà, bah, finalement, cette espèce d'événement qui pourrait être fabuleux, l'est plus du tout. Quoi. Est-ce que c'est une forme de commerce pour eux aussi? Est-ce qu'ils y gagnent quelque chose? Non, je pense que c'est juste des touristes. D'accord. La plupart, je pense que c'est juste des touristes. Donc ça, je pense que c'est important aussi voilà. Et puis de pas de monnayer aussi les portraits. Moi, si on me demande de l'argent en retour quand je veux prendre une photo ou une vidéo, un portrait de quelqu'un, je demande, j'explique. Si je vois qu'elle comprend pas, bah voilà. Mais par contre, l'argent, si elle me demande de l'argent en échange, je fais pas non plus. Je pense que c'est pas. Ça, c'est mon avis personnel. C'est pas la relation qu'il faut développer. Ouais, pour pas développer une espèce de tourisme après où en fait les gens vont faire acteur quoi. En retour de l'argent quoi. Ouais. Donc là ils expliquent en fait en plein de langues, hein, japonais, chinois, thaïlandais, tout ce qu'il faut, qu'il faut respecter en fait la cérémonie justement par rapport à la photographie et la vidéo. Donc ils disent aux touristes de pas photographier à tout va les moines. Et puis comme je disais juste avant aussi, c'est que finalement tout le monde fait la même image, donc ça n'a pas d'intérêt. Voilà, personne n'est gagnant. Mais les gens débarquent, qui voient des rangées de photographes, puis ils essaient de faire leurs photos parce qu'ils veulent absolument avoir un souvenir. Et puis en fait, en gros, ce document sert à pas grand chose. Ça marche pas, apparemment. Alors ils ont mis ça partout dans les temples, partout dans la ville. Et moi j'avais été voir, c'était en 2013, mais apparemment ça n'a pas trop changé. Et puis voilà, ça continue. Donc surtout par le même cliché, je vois pas trop l'intérêt quoi. Bien sûr. C'est vraiment dommage. Donc je pense que respecter les traditions et puis demander, faire attention. Des fois il faut savoir ranger la caméra quoi, simplement. Il faut savoir juste apprécier vivre le moment. Ouais, et puis c'est un souvenir impérissable. Et puis tu vas juste le gâcher en faisant ton setup d'appareil photo, puis en ramenant finalement la même photo que tu trouveras 500 000 fois sur Instagram. Exactement. Puis je pense aussi, alors, moi après ça c'est moi. Mais par rapport à tout filmer aussi, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui qui font des vidéos de voyage où ils montrent où ils vont dans les rues, etc., à la rencontre des gens. Moi, je suis pas trop pour dans le sens, enfin ça dépend les régions, mais je pense dans les régions très pauvres, les bidonvilles, des trucs comme ça, c'est une espèce de voyeurisme qui me gêne un peu, quoi. Alors, on pourrait prendre l'exemple de J'irai dormir chez vous, je sais pas si tu connais, Antoine de Maximi, donc lui il se filme lui-même et puis il va chez les gens, il va dormir chez eux. Voilà. Bon après lui il a ce côté sympa, c'est vrai qu'on aime beaucoup le personnage quoi, voilà. Mais il y a ce côté un peu voyeurisme qui peut être discutable, parce que c'est vrai qu'il s'introduit chez les gens, après les gens acceptent d'être filmés, mais parfois c'est pas le cas parce qu'il est dans la rue, il aborde les gens, ils sont filmés, etc. Et puis, ça c'est notre façon de faire quoi. Donc il y a des a priori à se retrouver un peu comme ça, livré à soi-même, à l'étranger, dans un coin où ça parle pas, où tu parles pas du tout la langue, où c'est difficile peut-être même de trouver un interprète et autres, peut-être coûteux, je sais pas. Mais donc il arrive. Enfin, comment tu fais toi pour surmonter cette idée de voilà pour éviter de danger, c'est ça, de danger immédiat, puis. Alors. Je peux préparer un voyage pour me rassurer, je dirais, pour avoir bonne conscience. Par contre, quand je le prépare trop, de toute façon, je vais jamais respecter mon itinéraire jour pour jour, heure par heure, je fais jamais, mais jour pour jour. De toute façon, ça se passera jamais comme tu le penses avant le voyage. C'est ça qui est bien en fait, finalement dans le voyage, c'est que c'est l'aventure, c'est que c'est ce truc de pas savoir ce qui va se passer. Ça, moi, c'est ce qui me booste aussi, c'est excitant. Avec les Club Med, tu sais ce qui va se passer, disons. Tu as le programme, tu as les organisateurs. Mais là, tu as beau préparer, tu te retrouves toujours dans des situations. Exactement. Si tu pars avec une agence de voyage, avec un guide, où tout est fait de A à Z, voilà, tu pars en vacances. Voilà. Là, quand tu pars seul, tu pars en voyage. C'est un peu la nuance. Donc tu as préparé des choses, mais tu sais que voilà, ça peut mal se passer dans une guest house que tu as pris, parce que la chambre est pourrie, ou parce que tu as pris, je sais pas, un chauffeur, puis le mec est complètement fou. Enfin, ça m'est déjà arrivé, quoi. Des chauffeurs fous. Voilà. Mais je pense que de toute façon, ça se passera jamais comme tu as pensé, et il faut préparer un minimum, mais te laisser aller, quoi. Puis revenir sur le présent. Tu reviens sur le présent quand tu es là-bas. Tu vas en fait, puis quand tu es sur place, tu es sur le présent, quoi. Tu penses pas à demain, qu'est-ce qui va se passer. Avec des si, tu fais 40 000 histoires qui se passeront jamais.
Et puis après, bah, tu acquis un peu d'expérience aussi. Tu peux acquérir un peu d'expérience en voyageant. Plus tu voyages, plus tu es sûr de toi aussi. Euh, tu accumules aussi les victoires. Parce que moi, par rapport à la vidéo, bah, voilà, je suis content de sortir ces vidéos à chaque fois que je voyage. Puis bah, j'accumule des espèces de victoires, quoi. C'est un peu des trophées. Donc ça me motive encore plus à y aller. Et puis la peur disparaît. Et puis chez moi, la curiosité, elle a toujours été au-dessus de la peur. Ok, mais même au premier voyage. Ouais. Je pense que le début, t'as quand même, là, t'as quand même un conditionnement. Tu te dis, putain, Ah ouais. j'ai pas la moindre idée de comment ça va. Ah non, c'est clair. Bah, la première fois que tu pars dans un pays seul, dans un pays comme, je crois que la première fois que j'étais parti loin, c'était dans le Cap-Vert. Bon, j'avais fait le Maroc aussi. Enfin bref, sans guide, la première fois, tu te dis, bon voilà, t'as tout organisé, t'as intérêt de... Alors t'organises trop de trucs, tu prends trop de choses dans le sac, puis tu utilises en fait la moitié, tu lis plus tes notes, et puis tu pars, et c'est au jour le jour, et tu rencontres des gens, et puis en fait tu te rends compte qu'il y en a plein qui font comme toi, quoi. T'as plein de gens qui voyagent en sac à dos, t'as plein de gens qui font de la vidéo en voyage, t'as plein de gens qui photographient en voyage. Après, je pense qu'il faut pas prendre trop de risques non plus. Faut quand même penser aux assurances, faut quand même penser à tout ça. Bien sûr. Faut pas aller dans des zones trop risquées où il y a des guerres, où il y a des problèmes, etc. Où il y a trop d'épidémies. Faut quand même pas jouer avec le feu, quoi. Mais après, je pense que tu peux acquérir des réflexes en voyage. Typiquement, après, c'est pas vraiment des réflexes, c'est du bon sens. Si tu es dans une zone touristique, je prends un exemple, si tu es dans une zone très touristique, puis tu as quelqu'un qui t'aborde, où la personne a l'habitude de voir des étrangers, je dirais que là, si la personne vient vers toi, ça peut être louche. Soit elle a quelque chose à te vendre, soit elle veut quelque chose de toi. Par contre, si tu es dans une zone, un petit village, où ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers, des touristes, et que là, on vient vers toi, et tu sens que c'est de la curiosité, et puis on t'invite à manger, etc. le midi, bah là, je dirais que tu as moins de risque d'avoir des problèmes, parce que tu n'es pas dans une zone touristique où ils sont un peu blasés de voir des étrangers. Je prends par exemple une anecdote au Cambodge. Il y a une femme qui m'a abordé sur un marché à Angkor, donc c'est très touristique, il y a des millions de visiteurs qui passent là chaque année. Et c'était le dernier jour de mon voyage, je repartais le lendemain. Et elle commence à me parler, etc. en anglais, avec un très bon anglais, et puis on fait connaissance, elle me demande ce que j'ai fait comme partie, comme parcours, etc. au Cambodge. Et puis elle m'explique que sa fille apprend l'anglais à l'université et tout. Alors déjà il y avait une incohérence parce qu'elle m'invitait chez elle le lendemain matin déjeuner pour entretenir l'anglais avec sa fille, alors qu'elle elle avait un meilleur anglais que moi. Donc déjà il y avait une histoire qui était incohérente. Puis en plus elle m'abordait dans un endroit plein de touristes. Pourquoi moi? Enfin pour... Oui. Donc là, je pense que j'ai refusé l'invitation, par exemple, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Il y a deux, trois indications qui sont. Il y a deux, trois indications qui sont pas bonnes, et là, j'ai refusé, quoi. Et j'ai accepté dans plein d'autres endroits, dans des villages, etc., où là, ça y va. Et puis après, je pense que quand tu es seul aussi, tu es beaucoup plus centré sur toi-même, et tu as cette tendance à avoir un peu de... Alors, on va pas parler de sixième sens, mais d'avoir de l'intuition. T'as de l'intuition en fait, tu sens les choses quand elles vont bien se passer ou pas. Et, des fois, moi, je sais pas, je regarde une photo, je me dis tiens, est-ce que je vais aller là cet après-midi? Puis je sais pas, il y a un truc, je le sens pas, j'y vais quand même, ça se passe mal. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais ça, je le ressens que quand je suis seul, parce que t'es vraiment avec tes propres émotions, etc. Alors l'intuition, après, scientifiquement parlant... je sais pas ce que ça vaut, mais... je crois que c'est un ensemble de signes qui sont déclenchés, enfin qui sont observés par ton subconscient, puis qui te sont révélés comme ça, par des sensations comme de la transpiration, ou exactement le truc de Spider-Man, et que voilà, tu sens une montée, et puis tu dis non, c'est pas ça. Puis en fait, c'est ton subconscient qui a vu quelque chose de bizarroïde, et puis qui essaie de... Je pense que c'est ça le sixième sens. C'est bien quand tu l'as. Il faut l'écouter, le sixième sens. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'avais rencontré un couple de Lyonnais aussi au Cambodge où ils voulaient aller sur une île. Et puis on était passé, on ne savait pas où aller, sur quelle île, parce qu'on avait plein. Et puis on est rentré dans une petite agence de voyage. Et puis on a demandé
quelle île on pouvait, enfin en bateau où on pouvait aller, etc. Et puis eux, ils voulaient aller sur une île, je sais plus le nom. Et moi, je le sentais pas du tout, quoi. Et on y est allé le lendemain, et en arrivant, il y avait un cobra sur l'île qui se baladait. Il y avait le seul guest house qui existait. Il y avait le cobra dans la cuisine, il avait dû le chasser la veille. Tout le monde était en stress. Puis il y avait rien, c'était des bungalows pourris, etc. Ben voilà, est-ce que c'est juste du hasard? Ou est-ce que mon intuition m'avait donné raison la veille? J'en sais rien. Mais donc, je fonctionne beaucoup comme ça, moi. Ça, donc, je pense que effectivement la plupart du temps, ça se déroule bien. Hein. Je pense que t'es plutôt positif. T'encouragerais les gens absolument à le vivre. Enfin, en tout cas, pas l'inverse. Enfin, c'est vraiment quelque chose où si tu ressens ce besoin, cette envie, il faut y aller absolument. Enfin, c'est... Je pense que franchement l'expérience vaut beaucoup plus le coup que... Je veux dire, si tu restes chez toi derrière la télé à regarder des reportages, bah, il se passera rien. Il faut bouger, quoi. Si tu veux vraiment vivre des expériences de voyage fortes, tu vas, tu prends ton sac à dos, tu fonces. Après, si tu as un peu peur, bah, tu peux prendre des guides. Moi, ça m'arrive de prendre des guides, mais pour des autres raisons. Typiquement pour la Chine, j'étais dans des villages, c'est le Moyen-Âge. En plus, ils ne parlent même pas mandarin. Alors moi, je parle pas mandarin. En plus, ils ont des mœurs. C'est encore un autre dialecte. Ils ont des mœurs, genre pour leur repas, ils mangent ta cervelle. Non, pas vraiment, non, mais pas en Chine, non. Mais par contre, je dirais. S'ils te confondent avec un singe, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux leur expliquer que t'es pas un singe? Non, mais là, en fait, tu prends des guides par rapport à une situation voilà, de barrière de la langue. Et tu vas dans des zones complètement paumées, avec des heures de route dans des montagnes, où les routes, enfin voilà, c'est même plus des routes, quoi. Et là tu as besoin d'un guide. Après, je suis passé aussi par des agences de voyage, entre guillemets, soit parce que j'avais des offres, où ils me réduisaient les prix par rapport au circuit, etc. Donc moi, je leur fais une vidéo. Enfin, je fais ma vidéo, puis après, eux, ils peuvent utiliser ma vidéo pour des circuits promotionnels, pour promouvoir leur circuit, en fait, sur les réseaux sociaux. Puis eux, ils me font un petit rabais, quoi. Ça, c'est des trucs qui fonctionnent aussi. Ça, c'est des petites astuces pour les mecs qui veulent aller dans des coins, justement, qui sont pas trop couverts, médias. Ouais. Ça peut être une astuce pour avoir une réduction sur le trajet, c'est un truc pas mal. Puis, je pense qu'il y a aussi des agences, alors, il y a des agences de voyage qui sont spécialisées photo. Ça, c'est vachement bien. Je suis passé par Osaka Safari, que je salue s'il me regarde. Angelo, il s'appelle, celui qui a monté ça. Donc il a 30 ans, il a monté son agence au Japon. Bon, lui, c'est un passionné du Japon. Puis il a installé à Osaka. Alors ça existe aussi à Tokyo, hein, si vous allez au Japon faire de la photo, je vous conseille. Et puis vous avez une journée, vous pouvez prendre une matinée, vous avez même des thèmes sur le nocturne, etc. L'intérieur, l'extérieur, si vous voulez faire de la photo d'architecture. Il vous emmène dans les endroits franchement, vous pouvez pas trouver par soi-même avec un guide, quoi, avec un guide papier, je dis, Lonely Planet ou Routard. Ou alors vous avez 1 mois ou 2 mois sur place, puis vous cherchez. Mais voilà, eux ils connaissent les villes comme leur poche, et puis ils connaissent des endroits avec du cadrage, etc. Puis vous n'allez pas faire forcément les mêmes photos que tout le monde. Donc après, ça à vous aussi. Moi je l'ai fait en vidéo avec c'est pour ça que le film. Enfin, il y a beaucoup de plans. De mon film sur le Japon que j'ai fait grâce à Osaka Safari, et franchement c'est une bonne expérience. En plus souvent les guides c'est des passionnés d'images aussi, donc ça je conseille, quoi. J'ai vu des plans typiquement en arrière-boutique ou sur des marchés, ou il me semble dans des cuisines ou des trucs. Voilà, enfin les machins pas du tout clichés de touristes que tu peux. C'est des vieux. Alors ça c'était les vieux marchés au Japon. Mais où il y a de l'atmosphère, il y a de la vapeur, il y a, enfin pour ceux qui aiment la belle image un peu cinématographique. Je mettrai, juste au passage, je mettrai des liens en fait dans la description pour pouvoir découvrir la chaîne de Nicolas. Il est sur YouTube et Vimeo. Beaucoup plus sur Vimeo. Beaucoup plus sur Vimeo, et d'ailleurs, je crois que qualitativement, bon, aujourd'hui, c'est dur à démontrer. Je sais pas ce que préfère. Un vidéaste, aujourd'hui, je sais pas s'il se dirige exclusivement sur Vimeo. Je pense que YouTube marche très très bien pour la qualité. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur Vimeo, je pense. Mais, puis j'avais un peu ma communauté là, et puis c'est vrai que je suis resté un peu là-dessus. Mais donc maintenant, l'idée c'est de savoir un petit peu, je pense qu'il y a eu des cas aussi où ça s'est un peu passé de manière loufoque, enfin
pas très bien passé, où tu as eu un peu peur. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être 2 situations où justement où t'as pas fait gaffe, puis ça s'est un petit peu corsé? Ouais. Peut-être juste voilà, par souci aussi de renseigner les gens sur 2-3 trucs qu'il faut essayer d'éviter, parce que on se retrouve assez systématiquement dans les situations. Ouais, après je dirais que l'erreur, des fois tu la choisis pas, quoi. Enfin, des fois c'est juste pas de chance. Si je prends un exemple de peur que j'ai eu, je dirais le Sri Lanka par exemple, les transports. Alors c'est des bus, hein, je prenais les bus locaux, etc. Ils roulent comme des cinglés, quoi. Alors ils doublent dans les virages, etc. Puis t'as tous les animaux qui passent, hein, sur la route, les singes, les chèvres, tout ce qui va avec. Il y a c'est un peu comme ça. Après, ça arrête pour les. Non, mais tu vois des camions dans les ravins, etc., quoi. Alors ils roulent comme des tarés, etc. Bon, les gens prennent ces transports-là parce qu'ils n'ont pas le choix. Et moi, je suis monté dans un bus une fois où, voilà, donc je prends le bus, etc. Il y avait même des gens qui tombaient dans l'allée parce qu'ils s'endormaient. Puis il y a un virage un peu sec. Ils tombent du bus. Non, mais ils tombent, tu vois, dans l'allée. D'accord, dans le bus, ouais. Dans le bus, quoi. Pas du pas bus. dehors, non, mais D'accord. franchement, enfin voilà. Et puis, voilà, à l'époque, ça m'aurait fait rire, quoi. Mais maintenant, ça me fait plus rire parce que je tiens à ma vie quand même, quoi. Voilà. Ouais. Avant, j'étais peut-être un peu plus inconscient quand je voyageais. Et puis maintenant, j'ai tendance à faire beaucoup plus attention à moi. À être un peu plus sage. Si on a tendance à l'endormissement, il faut voyager avec des protections, des plastrons comme les hockeyeurs pour casque intégral et tout ça. Ouais. Alors, il est dans ce bus là, donc le chauffeur s'arrête, il sort, il va manger et tout machin. Et genre, il s'arrête 20 minutes, quoi. Tu sais pas où il part. Il remonte tout rouge avec des piments dans la bouche, puis tout énervé et tout. Puis là, il démarre, mais assez brutalement, il roule comme un taré. Puis là, les gens se manifestent pas pour dire. Non, parce que les gens, je pense que ça fait partie du folklore. Ouais, c'est un peu truc local. Et moi, mais en fait, j'attendais mon arrêt, je cherchais un endroit où je devais m'arrêter, donc j'étais sorti j'étais debout en fait, donc je m'accrochais et tout. Et en fait, le mec, il picolait, quoi, au volant. J'avais enfilé une bouteille d'Arak en fait avant, donc espèce de whisky local, quoi. Donc voilà, après j'ai décidé de plus prendre de bus locaux dans ce pays. Pour le reste. Donc j'ai pris des chauffeurs privés. Et là, les chauffeurs privés, c'est un peu plus cher, forcément. Le premier, hyper pro. Le deuxième, j'ai pris un gars dans une agence, dans une guest house. C'était le patron de la guest house, donc de l'hôtel. Il voulait se faire un peu d'argent, puis le gars était fan de rallye. Donc voilà, je veux dire, tu choisis pas, quoi. tu choisis pas. Tu tombes avec ce mec, 3 heures de route. J'étais devant, j'étais attaché. En drift. Et le mec, je me demandais slowly, le mec il te regarde, no problem my friend. Et puis c'est ça pendant 3 heures, et t'as beau insister, le gars il te fait des dérapages, un vrai taré. Dans des routes de montagne, frein à main, machin. Et puis voilà, au bout des 3 heures, t'arrives à ton point de chute. Puis le mec te propose de te reprendre pour le retour dans quelques jours. Là, tu refuses. Ouais. Et puis le troisième gars que j'ai pris pour le retour, voilà, je me suis dit, bon, je vais trouver un autre chauffeur, c'est pas grave. Je prends un autre chauffeur, puis lui, il savait pas la route. Donc tu vois... Alors concrètement, c'est quoi le meilleur moyen de voyager? C'est les pieds, c'est à pied? Non, mais dans certains pays, ça, voilà, t'as les transports, ils sont compliqués, quoi. C'est l'aventure, c'est comme le ça. Train, tu fais avec. c'est très ouais, t'as du train. Au Sri Lanka, il y a le train qui est très simple à prendre, etc. Mais voilà, avec le troisième chauffeur, on s'est retrouvé dans des routes de montagne, parce qu'il a demandé sur la route un policier, un raccourci. Puis le policier, en fait, lui a donné une route pourrie. On s'est retrouvé dans des travaux en pleine montagne, il pleuvait. Puis là, ça peut être dangereux, parce que t'as en montagne, tu pars des éboulements, etc., quoi. Puis ça a duré des heures, puis on a mis 4 heures de route en plus. Là, j'ai eu des peurs sur la route parce que clairement, il y avait alors c'était dangereux, entre les risques d'éboulement, les trucs, la fatigue. Ouais. Mais à aucun moment, t'as la sensation qu'il y a un risque peut-être d'être enlevé ou comme ça te passe pas à travers l'esprit? En Asie, globalement, je trouve que je trouve que c'est un continent où ça se passe globalement bien, les voyages. T'as jamais trop de problèmes. C'est pas, je pense, le niveau de l'Amérique latine. J'ai pas envie de faire des stéréotypes, surtout pas. Parce que sinon, après, je vais me faire taper sur les doigts sur Voyage Forum, etc. mais je pense qu'il y a quand même des continents où c'est beaucoup plus simple de voyager. Je pense que si tu vas au Mexique, dans les favelas,
voilà, tu potentialises, je dirais, les risques. Venezuela, en ce moment, Ouais, c'est voilà. peut-être un peu une zone de front. Ouais. Genre là, tu t'évites. Enfin, sauf si tu aimes l'aventure, là, Ouais. tu auras de l'aventure. Quoi. Ouais. Exactement, enfin je pense qu'après, là typiquement il y a un routard, un gars qui a disparu en Birmanie, Arthur il s'appelle Arthur, puis il a passé la frontière du Bangladesh en Birmanie, mais c'est une zone clairement qui est en conflit quoi, entre les deux pays, où je sais plus, il y a du trafic d'opium, ou je sais pas ce qu'il y a vraiment là. Et donc si tu t'arrives avec l'appareil photo et puis que tu shootes au mauvais moment... En plus quoi, alors je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais... Voilà, je pense qu'il faut pas jouer avec le feu, quoi. Aller dans des zones, franchement, il y a assez d'endroits dans le monde à visiter. Bien, assez sauvages, un safe, peu. Qui sont sauvages, mais safe. Mais safe, ouais. Après, t'as toujours le risque, je veux dire, tu te fais piquer par un moustique, t'as le paludisme, enfin voilà, ou t'as un serpent, tu marches dessus, voilà. Bah, ça m'est déjà arrivé de tomber nez à nez avec des serpents. Mais après, c'est le pas de bol, t'as beau faire attention, tu marches, il y a de la fougère, il y a plein de trucs, tu marches dessus, bah, tu te fais mordre. Ouais. Moi, ça m'est pas encore arrivé, mais par contre, ça m'est déjà arrivé. Puis t'en as déjà fait pas mal de voyages quand même, t'as fait, parce qu'on en a pas trop parlé, mais là t'es au combienième voyage à peu près? Je sais pas, j'en ai fait une dizaine, je pense. Une dizaine dans des régions bien... Ouais. Bien space. Ouais, alors des fois, moi, je fais autant les spots très touristiques, parce que, bah, je veux dire... Tu vas, je sais pas, comme un japonais qui va en France, il va quand même voir la Tour Eiffel. Enfin, voilà, donc si je vais à Tokyo, je vais quand même aller voir les trucs. Mais j'aime bien aussi aller dans les sentiers, comment dire ça, les sentiers un peu rustres. Ouais, hors sentier battu, quoi. Voilà. Ouais. Plutôt ça, mais en termes de, peut-être, puisqu'on est aussi sur le truc un peu des risques et comme ça, donc les maladies, tu te renseignes juste, tu te vaccines, un truc machin, puis t'as pas aujourd'hui de signes, de choses qui... t'es jamais tombé malade, quoi. Non. Donc, ça c'est un bon truc à savoir quand même, c'est que... Non, j'ai déjà rencontré des gens qui ont eu le paludisme et tout sur place. Pourtant, on avait fait le même parcours pendant des jours. Mais voilà, ils mettaient pas la moustiquaire la nuit, donc faut pas le chercher non plus. Moi, je leur avais dit, mettez la moustiquaire. Il y a des gens qui recherchent le paludisme, quoi. Et puis 2 jours après, ils ont chopé, quoi. Ouais. Mais je pense que le gros risque aujourd'hui du voyageur, c'est le moustique. En fait. Je pense que même la première cause de mortalité chez le touriste, c'est le moustique. C'est pas chez le touriste, en fait, mondial, c'est le moustique. Ouais, aussi. C'est pas les accidents d'avion, hein, juste. C'est pas les accidents de la route, c'est le moustique. Je crois un des plus gros risques que tu encours, en fait, en te baladant. Puis après, quand tu voyages avec du matériel, avant, je prenais peut-être des guest house moins chers, très simples, tu vois. Je dormais pas sur la paille, mais je prenais des choses peut-être un peu... des dortoirs, des trucs comme ça. Enfin, rarement, mais je prenais, voilà. Et puis des chambres communes, des trucs comme ça. Mais maintenant, comme j'ai du matériel, je fais attention, je prends quand même des chambres individuelles, puis je prends quand même des trucs... Parce qu'en fait, il faut se méfier aussi, c'est des autres routards. Pas se méfier forcément des locaux, il faut se méfier aussi des autres voyageurs, parce qu'il y a une espèce de voyageur qui est un peu... qui augmente comme ça, qui en fait voyage avec rien. Ils ont pas un sou. Et j'ai même vu des gens qui m'ont dit, etc. quoi. Et, des voyageurs qui m'ont dit. Ils sont fauchés, c'est des mecs qui sont fauchés, ouais, mais c'est des occidentaux. Hein. Tu les trouves souvent en Inde, Népal, etc. Puis voilà, eux, ça peut arriver. Je sais pas. Pareil, je veux pas faire de stéréotypes. On vient du même coin, faut ouais. Bah, je veux pas faire de stéréotypes, mais c'est vrai que des fois, il faut savoir se méfier aussi de l'autre voyageur, parce que de toute façon, des fois, c'est eux qui piquent, qui volent ton matériel, en fait. Qui volent tes trucs, ou qui volent ton pognon. Pas forcément les locaux, quoi. Ok. Puis, par exemple, si je prends l'exemple de la Birmanie, paradoxalement, pour le touriste, aujourd'hui, c'est hyper safe, c'est hyper sécurisé pour le touriste, parce que c'est un régime qui est tellement répressif pour les locaux. Ils vont pas, ils vont pas voler. Ça fait partie de l'économie, ils vont faire en sorte que ça se passe bien. C'est surtout qu'en fait, c'est encore une junte militaire, c'est une dictature. Donc les gens, s'ils volent un touriste, c'est de la prison à vie, voire voilà. Puis je pense que les prisons sont pas très. Il a juste la tête, je crois. Puis une petite pompe. Ouais, du sang dedans, comme ça. Quoi. Ouais. Non, mais je pense que, alors paradoxalement, tu as des pays où toi, tu es en sécurité parce que le régime est hyper répressif pour les gens. Quoi. Ouais. Il faut accepter aussi de voyager dans ces pays-là, ça c'est un choix personnel. Mais, moi j'ai pas trop de soucis avec ça. Après j'irai pas en Corée du Nord,
Ok. Donc là tu nous parlais d'un problème de transport et puis sinon d'autres trucs. Enfin, tu t'es retrouvé, je sais pas, en conjonction étroite avec des animaux par exemple. Enfin, tu m'avais parlé Alors de ouais, chiens. ça m'arrivait plusieurs fois. Bon après j'ai eu des situations assez drôles avec un ami belge en Birmanie pendant un trek. Et là tu dors chez l'habitant et dans une espèce de petite grange où ils mettent le riz, etc. Donc t'as pas de lumière, t'as que des bougies, y a pas d'électricité. Puis il y avait plus toute la journée, quoi. Puis là, bon bah on s'installe et tout, on était avec un couple de Québécois et je vais aux toilettes, qui est un petit cabanon dehors. Puis là je sens un truc, donc je vais dans les toilettes. Puis là je sens quelque chose passer sous mon pied et je tourne la tête, puis une énorme migale, mais de cette taille-là, Ah ouais. juste dans un petit cabanon en bois. Donc je me suis dit, il doit en avoir plein de là où on va dormir, même le sol. Et je suis arrivé et je voyais, donc je suis retourné là où on allait manger. Il y avait des petites bougies et je voyais des ombres partout, quoi. Il y en avait une vingtaine, mais comme la main, quoi. Mais Là tu dors mal. Mais c'est plutôt les situations C'était les drôles. gentilles, celles-là. Normalement, c'est celles qui sont Alors en très fait, poilues. Tu peux les utiliser comme coussin, je crois. Ouais, alors tu Ouais. peux les manger aussi, apparemment, parce que le guide se marrait, hein, il voulait nous proposer ça au petit. Mais parce que donc elle morde celle-là ou elle... Non, apparemment pas. Non. C'est pour ça qu'il Bah, faut peut-être pas qu'elle trop- morde, mais elle transmet rien, quoi. Mais Ouais, mais ça fait mal quand même. je pense, ouais, peut-être. C'est un peu Je sais c'est un pas peu lire gros comme, l'espèce. c'est gros comme des tenailles comme ça. Ouais, non, mais nous on éclairait avec les lampes, tu voyais les crocs bouger, quoi. Puis j'avais Ça, un c'était pote belge qui avait en Birmanie. En Birmanie. Ouais. Et j'avais mon ami belge qui lui a une phobie des araignées. Et la Tu nuit, peux je pas me réveillais, dormir. il avait les yeux ronds comme ça dans son sac de couchage, quoi. Et puis, Non, mais puis tu on peux pouvait pas pas le dormir. protéger en fait, parce qu'il y avait même pas de poutre pour mettre une moustiquaire et tout. Mais bon, moi j'ai mal dormi aussi. Psychologiquement, la nuit, tu sens des trucs passer sur toi. Bon, en fait, c'est juste ton inconscient qui te Ouais, parce qu'elle reste un peu qui dans fait leur coin. rien. Ouais. Mais on a mal dormi, quoi. Ça, c'est des situations un peu drôles, finalement. T'as pas eu un petit. Comme ça, elle te lance des poils. Non. Puis après, ça te démange pendant 28 ans à peu Ouais. près. T'arrives même pas à te laver et tout Ouais. ça. Non, mais en fait, je pense qu'après, eux, ils les laissent dans les maisons pour. Pour d'autres nuisibles qui sont plus, Pour les moustiques. plus accommodants. Ouais, bah pour c'est les ça. moustiques, quoi. Ouais. Parce qu'ils mangent les insectes, donc du coup, ils laissent les araignées là. Ça, c'est un bon exemple de collaboration non toxique. Ouais. Parce que tu peux attaquer avec les toxiques, quoi. Et puis voilà, finalement, bah, tu t'en prends toi-même. Mais je trouve j'ai vu ça aussi dans les rizières où ils apprennent, plutôt que d'utiliser des produits, etc., Ouais. la culture d'araignées. Ouais. Donc c'est des araignées qui sont assez petites, mais qui font assez mal. Hein. Ouais. Donc ils sont à pieds nus là-bas dans les rizières. Ouais. Et puis en fait, ils les font monter Ouais. quand ils plantent. Ouais. Et après, elles vont faire partie en fait de la culture. C'est tout un écosystème qui développe naturel où c'est l'araignée qui vient faire le ménage, quoi. Ouais. Donc je trouve assez cool. Ouais. Mais pour le touriste qui lui a l'habitude de chasser la petite araignée comme ça, Ouais. c'est clair que quand on a 20 autour de toi puis que tu dois dormir. Ouais, bon, après, de toute façon, t'as pas le choix, il pleut dehors. Puis de toute façon, dehors, t'as des serpents, t'as des scorpions, non, mais. Voilà, enfin, après, tu t'adaptes aussi aux situations. Et puis- Voilà, donc la Birmanie, vous avez compris que c'est bien un endroit où il faut pas mettre les pieds en premier. Donc on n'est pas, il faut d'abord aller vivre dans un vivarium, Ouais. hein, à Migal et tout ça, et puis ensuite tu peux aller en Birmanie, quoi. Ouais. Ou alors tu dors dans un hôtel. À ce moment-là, tu dépenses un peu plus. Ouais, tu fais pas de trek, puis tu pars pas trop à l'aventure. Mais je veux dire, aujourd'hui, tu peux visiter à peu près tous les pays. Je dirais, même la Birmanie, il y a 5 ans, vous n'avez pas assez d'infrastructures, d'hôtels, etc. Maintenant, tu peux y aller avec un guide, avec tout le confort et toute la clim tout le long. Quasi partout, je pense. Bon, il y a quand même des pays d'Afrique où c'est pas possible, mais Mais toi, tu dirais si tu qu'aujourd'hui- mets l'argent, tu trouves toujours le confort sur Ouais, place. bah, bien sûr. Peut-être tu dirais qu'aujourd'hui tu t'embêtes quand t'as pas une migale dans ta chambre. comme ça. Non, mais je suis Bien. pas forcément. Non, mais franchement, je cherche pas forcément l'aventure à ce point. Hein. Je te dis, hein, je suis autant dans les zones que tout le monde visite. Je cherche pas non plus le truc authentique. Alors, ça, c'est un truc. Les gens veulent maintenant du tourisme authentique. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent trouver le village où c'est Il n'y encore a rien le qui a été Moyen-Âge, etc. dénaturé. Ouais, mais par définition, c'est déjà impossible. Puisque, en fait, quelqu'un va avoir l'information, le mec Ouais. il va passer sur place, et Bah déjà tout ce que tu observes change. Ouais, et puis je veux dire, après, Donc, si t'as du monde sur une zone touristique, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est joli, quoi. Mhm. Et tu peux y aller aussi, quoi. Voilà, sinon, c'est de la campagne, il se passe pas grand chose. Ouais, et puis il faut aimer ce genre de voyage aussi, quoi. Mhm. Mais voilà, je pense que même par exemple, moi j'aime bien la Chine, il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé leur voyage en Chine, parce que c'est un pays qui se développe à une vitesse fulgurante, quoi, et ça fait 30 ans que ça dure. Et t'as des endroits, dans les villages où j'ai été,
c'est le Moyen-Âge en bas, mais les gens ont des charrues en bois, quoi. Ils vivent dans des maisons en bois, ils se chauffent au bois, au charbon. Ouais. Et il y a un petit peu d'électricité dans les villages, c'est encore des ethnies. Et puis au-dessus, tu as un pont avec un TGV qui passe à 300 km/h. Ça, c'est la Chine, c'est le contraste de la Chine. Ouais, ça, c'est spectaculaire. Et ça, après, il faut accepter. Quand tu vas en Chine, par exemple, c'est un pays en construction. Tu te réveilles avec les grues, les bruits des grues, les bruits des marteaux-piqueurs, et tu te couches avec les ouvriers qui repartent. Ça s'arrête la nuit un peu quand même, ou cette tendance à quand même. Mais partout, c'est en construction. Tu vas dans un village, tout le monde construit. Enfin, c'est le bruit de la Chine, quoi. C'est le marteau-piqueur, le marteau, les tracteurs. Donc, tu es très fatigué quand j'entends passer. Pas forcément. Après, je veux dire, tu peux trouver des endroits où il n'y a pas de travaux, si tu vas dans la nature, etc., quoi. Mais la Chine, c'est... il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ça, parce que c'est un pays vraiment en plein boom, quoi. Toi, tu réalises des films reportages. Tu as atteint aujourd'hui un certain niveau, une certaine manière de les formaliser, de les tourner, de les formaliser et de les partager. Qu'est-ce que tu vois maintenant dans la suite pour améliorer ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur d'améliorer particulièrement? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Alors, aujourd'hui, les vidéos que j'ai faites, elles sont alors, j'ai un embryon de base avant de partir, donc j'ai un concept. Alors, souvent, j'ai la musique. En fait, j'ai le son avant de partir. Donc, j'ai l'ambiance en fait que je vais donner, etc. Si je prends typiquement la dernière vidéo sur le Japon, là, j'avais vraiment un concept dans l'ambiance, quoi. Ce que je voulais donner, ce côté un peu Blade Runner, un peu avec des scènes inquiétantes, et puis des mouvements, un peu de rotation. Donc, quand je suis arrivé sur place, j'ai fait beaucoup de mouvements comme ça. Ouais, donc c'est important de savoir déjà le style que tu as envie de figurer dans l'image. Voilà. Là, je parle pas de narration, etc. Je parle vraiment de l'image graphique que tu veux donner. Donc l'aspect du film, quoi. Ouais. Donc là, tu es préparé, tu sais que tu vas faire des rotations, ou tu vas préparer tes enchaînements. Exactement, ouais. Donc j'ai beaucoup travaillé les travelling, par exemple, latéraux, parce que la caméra se balade à travers les murs, elle remonte, elle va dans le métro, ça, c'est beau, elle repart, etc. Donc là, sur place, j'ai fait beaucoup de mouvements, de droite à gauche, par exemple, où je filmais. Pour faire les raccords de plans. Pour faire des raccords. Et je cherchais des endroits aussi où il y avait par exemple des poteaux. Voilà, pour les transitions. Pour les transitions, pour couper et arriver dans un autre environnement. Donc tout ça, voilà, ça c'était réfléchi avant. Et puis sur place, il faut y penser de bien faire... pareil, la vitesse, quoi. Alors ça c'est important, parce que si tu fais des mouvements de gauche à droite, il faut faire à peu près la même vitesse après, parce que sinon, en post-production, tu dois remettre le niveau de rapidité pour que ce soit cohérent. Puis après, tu as les gens qui se déplacent pas correctement. Ça, donc après... Donc ça se réfléchit, et puis donc dans l'ambiance, etc. Mais par la suite, ce que je voudrais développer, c'est beaucoup plus travailler sur le son, sur la narration, puis raconter vraiment des histoires ou faire passer des messages. Chose que tu fais pas essentiellement maintenant encore, en fait. Ou là, non, pas vraiment. C'est plus un peu de l'expérimental, etc., de l'image, puis je fais passer de l'émotion. Puis là, je voudrais vraiment avancer là-dedans, quoi. Donc avoir un script. Tu scénarises, et puis tu vas dans les endroits pour développer ton histoire. Ouais, exactement. Avec des gens de contact, ou après tu dois te débrouiller pour arriver à... Pas forcément, parce que j'aimerais faire du documentaire, mais ça, ce sera encore plus tard, sur un sujet précis, etc. Mais après, le documentaire, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est du documentaire ou du reportage d'investigation, et là ça demande beaucoup de pré-production. Donc en fait, tu as autant de travail de mais là, c'est essentiellement des contacts sur place. Voilà. J'avais sur des zones un peu difficiles. Ouais. J'avais un projet à l'époque au Népal de documentaire sur les réfugiés tibétains à Katmandou. Et puis à Katmandou, donc c'est au Népal, je l'ai dit. Puis en fait, une semaine avant, il y a eu le tremblement de terre à Katmandou, donc je l'ai pas fait. Donc j'avais des contacts sur place avec des interviews, j'avais le sujet et tout, j'avais même les rendez-vous, quoi. Ça s'est pas fait parce qu'il y a eu le tremblement de terre, donc j'ai annulé. Mais par la suite, ce serait clairement de développer l'histoire. Et là, je suis sur un thème, par exemple, je voudrais faire une vidéo sur la gratitude, donc, des messages positifs toujours. J'ai pas envie de faire des histoires moralisatrices entre guillemets. Mais... Non. Mais tu la trouves assez facilement, la gratitude, dans des régions qui sont paradoxalement justement beaucoup plus démunies, c'est ça qui est assez... non ? Disons que quand tu arrives dans un endroit où les
gens ont pas grand chose, puis leur quotidien c'est d'aller au champ et puis ramener la nourriture, puis en fait voilà, regarder tout ce qui des est chaînes de télé. tout ce qui est Ou extra écouter la quotidien, ça devient une attraction. Voilà, presque. quand toi t'arrives dans un village, puis C'est t'es toi l'attraction de l'attraction. l'année, quoi. Mhm. S'ils n'ont pas vu L'attraction de l'année. Non mais c'est Voilà. vrai, moi, il y a Alors des zones, qu'ici, franchement- tout le monde s'en fout de toi, on est d'accord. T'arrives dans... Non, ouais, Mais c'est ça, t'es un espèce de demi-dieu, tu T'arrives dans des zones et ça. c'est clair, quoi. C'est le contraire, là, en fait, c'est eux qui veulent se prendre en photo avec toi, donc Ouais. c'est la situation inverse, quoi. C'est ça que tu recherches en fait, c'est T'es la bête de foire, ton quoi. ego. T'es la Ouais, star, ouais. quoi. Non, mais c'est vrai, il y a des pays comme ça, même par exemple en Chine, à Guiyang, en plus, bon, ça, c'est pas une ville qui est très touristique, mais les Chinois n'ont pas l'habitude de voir des gens seuls voyager. Enfin, des Occidentaux, c'est souvent des gens en groupe. Parce que c'est vrai qu'en fait, voyager en Chine, c'est compliqué, quoi. Si tu parles pas mandarin, donc y voyager seul en sac à dos, ça peut être vite compliqué. Et dans une ville de millions d'habitants, tout le monde te regarde. Dans les bus, etc., tout le monde te regarde. Et là, ça fait bizarre, parce que t'es dans un endroit moderne, En fait, t'as compris mais ce qui... t'es pas... comment dire ça? T'es un peu rejeté par le regard, enfin t'es analysé. T'es analysé, un peu comme Mais dans c'est pas la des regards femme. méchants, parce que Non. après, tu lances un sourire, on te le rend, donc... Mais il y a C'est ça, l'agressivité, il y c'est a ça. cette scène dans Inception et dans Matrix, en fait, où il est rejeté par le système, Ouais. par l'écosystème des Ouais. gens, justement, où il commence à te regarder, puis à avancer en te regardant, c'est Ouais. assez... Je sais pas si ça ressemble à ça, mais disons que ça peut... Je vois pas la scène, mais ouais, t'as Tu une regarderas le situation film, tu un peu vois ça. paradoxale, parce que ouais, t'es dans une grande ville avec plein de gens, Mais il te regarde. et tout le monde te regarde, genre qu'est-ce que tu fais là, quoi, en fait, parce que y a rien à voir ici. Mm. Et moi, j'ai envie de dire, si vous voulez faire de l'image, allez dans des endroits aussi villes moyennes. C'est ce que fait Antoine de Maximi, par exemple, que dans J'irai dormir chez vous. Au lieu d'aller, parce que lui, il dit, de toute façon, si je vais dans les grandes villes, les gens vont pas m'accueillir chez eux. Bien Son sûr. concept à Paris fonctionnait pas. Mhm. Lui, il a commencé comme ça, son concept fonctionnait Ouais, pas à Paris, Paris. en tout cas pas, je pense. Ouais. Parce que les gens ne voulaient pas l'accueillir chez eux, quoi. Et puis après, France Télévisions avait refusé son concept, il est parti tout seul, il a fait son truc avec des morceaux de scotch et tout, il est parti au Mali, je crois. Puis là, ça a fonctionné du tonnerre, en Afrique, il dormait chez tout le monde. Mhm. Puis voilà, après ils ont acheté son concept, ils ont financé sa production. Mais je pense que, alors lui, il disait justement, ce qui marche bien, c'est soit les petits villages perdus, etc., parce que les gens sont accueillants, Mhm. il y a un contact, il y a de l'échange. Nous, je pense qu'on a autant à apprendre parfois de ces gens, Absolument, ouais. clairement. Et puis les grandes villes, ça marche pas forcément. Après, ça dépend ce que vous voulez faire en termes d'image, mais faites aussi les zones qui sont pas dans les guides du routard, quoi. Allez dans les zones des villes moyennes, il y a plein de trucs à voir, il y a des perles, puis baladez-vous, perdez-vous dans les rues, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Mhm. Aller à la rencontre des gens, aller discuter, mais voilà, pas chercher forcément les gros spots, les trucs magnifiques. Des fois, dans une petite ruelle, puis même, après, j'ai envie de dire, même faites-le ici, chez vous, quoi. Il y a plein d'endroits... Oui, Moi, qu'on j'ai a pas tendance à aller l'habitude très très loin, mais je veux dire, je pourrais faire de l'image en Suisse, ici, à côté. J'ai fait un film derrière dans la forêt, et je me suis amusé à faire des plans sublimes, avec des cascades, de l'eau, etc. Ouais, il y a des petits trucs surprenants. Et je pense qu'on apprend même limite plus comme ça, les cadrages, etc. Parce que tu vas chercher des endroits. En fait, quand dans ton quotidien, tu vas dans la forêt te balader le dimanche, c'est banal. Mais après, quand tu cherches les cadrages, là, tu te forces à trouver le cadrage. Mhm. Donc, tu vas travailler tes cadrages, tu vas travailler un peu ton savoir-faire. Et il y a de la matière. Ouais. Et il y a de la matière à faire, ouais. Puisqu'on est dans le cadrage, tu vas nous parler un peu de ton setup, quoi, de ton Ouais. matériel que tu transportes dans ton sac Ouais. pour ramener ces images. Là. Alors, moi, toujours la problématique, comme je suis en sac à dos, la problématique que j'ai, c'est toujours est-ce que je prends plus d'habits ou je prends plus de matériel vidéo? La réponse est évidente, c'est plus de matériel et moins de slip. Voilà. D'accord. C'est exactement ça, ouais. Et le souci, c'est aussi le poids. Donc, il faut avoir du matériel léger, Mhm. rapide à monter, donc genre des trépieds qui sont Voilà, on clique là, ça se déploie vite. qui se montent rapides, etc. Et puis le poids, quoi, parce que en fait, si tu as trop de matériel, tu vas perdre en liberté de mouvement. En spontanéité aussi. Ouais, et tu vas perdre en liberté de mouvement, tu vas être fatigué, donc tu as des zones, si tu vas dans des zones perdues, etc.,
bah, tu pourras pas y aller parce que tu as trop de sacs, tu as trop de poids. Mhm. Si tu voyages léger, tu vas être libre et en fait, tu vois, tu vas compenser. Donc il faut juste trouver un équilibre entre ce que tu mets dans le sac et la qualité, tout le matos, quoi. Donc moi je travaille avec un GH4 Mhm. de chez Panasonic. Je vais le montrer peut-être. Ouais. Voilà. Et puis j'ai deux objectifs, donc j'ai un grand angle et puis Avec le petit flip screen hein, qui est vraiment... ouais. Si j'arrive à choper là. Voilà. Qui peut s'incliner pour ceux qui sont plus adeptes des selfies. Ouais. Super matos. Puis voilà, c'est tous les outils dessus, il y a le focus peak pour faire la netteté Mhm. en temps réel, etc. Ils ont vraiment développé un peu pour les options vidéo, il y a la 4K, il y a du slow motion. Et puis je travaille aussi parfois avec le speed booster où je peux mettre des montures Canon dessus. Mhm. Et puis j'ai aussi l'Osmo qui permet pour les travelling, etc. Donc ça c'est la première Osmo Mouture. DJ qu'ils ont sorti. Ouais. Donc c'est DJ, c'est ceux qui font les drones, hein, c'est les caméras qui sont sur Voilà, les drones. c'est le stabilisateur de DJI avec la caméra embarquée. Hein. D'ailleurs, Ouais. c'est un peu la même qu'on trouve sur les drones. Ouais, exactement. De Ouais. toute façon, DJ, c'est eux qui développent les caméras. Donc ça, il est chargé, on peut l'allumer. Je pense pas qu'il soit chargé là. Ok. Peut-être. Par contre, il faut Non, mais c'est juste pour voir le... Ah oui, il y a ça pour... débloquer ça avant. Hop. Donc ça se met avec un smartphone qui se connecte en Wi-Fi directement dessus. Et puis t'as ton image sur le smartphone avec une application, quoi. D'accord, ouais. Voilà, donc le petit stabilisateur. Puis alors, t'as la gâchette derrière que tu peux... hop, ça se dresse. Puis si tu veux faire un selfie, hop, ça se redresse. Ah, pas mal. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment un super jouet, quoi. Et puis tu as aussi une petite gâchette derrière pour les mouvements, donc tu peux régler la vitesse en fait dans l'application Mhm. sur le smartphone du mouvement de la rotation de la caméra ici. Ok. Tu peux la monter sur une perche ou bien... Ah non, il n'y a pas... Oui, voilà, ça c'est une des angoisses, je trouve. Alors, j'ai un petit message à faire passer à la compagnie. Mettez en fait des filets, là, des pas de vis dessous, qu'on puisse le monter sur une perche, puis pouvoir faire des mouvements de grue. Ouais. Un matin, ça me paraît tellement logique Ouais. de mettre... alors là, bon, ils ont mis le compartiment des piles, mais je suis pratiquement certain que ça aurait été possible de le mettre avec un clapet ouvrant, comme ça. Ouais, ah, c'est possible, ouais. Mais Et ils ont puis- sorti... Et puis tu mets- Ouais, vas-y, finis. Non, et puis tu mets ici un pas de vis et voilà, tu mets une perche. Et puis de 2-3 mètres télescopique et tu peux faire des plans aériens typiques des grues de cinéma. Ouais. Enfin, franchement, cette machine est presque parfaite. Ouais, alors elle est bruyante. Je sais pas si on entend là, mais il y a Ouais. le bruit du ventilo derrière. Il y a D'accord. moyen de mettre un petit micro qui est fourni avec, mais franchement, pour la prise de son, faut oublier. D'accord, Je c'est séparé, c'est une prise de son séparée. Ouais, bah t'as un petit Ah, parce que micro, là, mais c'est vraiment fort. Hein. Alors ils ont sorti, je l'ai vu au magasin avant-hier, la DJ Pro, quoi. Ouais. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, et puis là t'as un zoom dessus et la caméra est un peu plus grosse. T'as Ok. un zoom intégré dessus. Puis ça filme en 4K, t'as du slow motion aussi dessus. D'accord. Ouais. Bon, bah, c'est un super matos. Ça coûte 1 millier de francs, je pense. Pas tout à fait. Même pas, là, Même je pas. pense que celle-là maintenant elle est à 600-700 francs Mhm, suisses, d'accord. donc en euros, ça va faire 600 euros, 700 euros je pense. Ça, plus un enregistreur séparé, tu pourrais tout à fait partir en safari, quoi. Bah disons que voilà, après moi j'aime bien jouer sur les objectifs, etc. Enfin les profondeurs de champ, bien etc. sûr. Je pense que ça suffit pas. Moi c'est vraiment ça, c'est un outil complémentaire. par rapport Complémentaire. à ce que j'ai. Et toi, tu travailles essentiellement avec le GH4. Ouais, avec le GH4. Et puis voilà, j'ai du matériel après derrière de stabilisation. Bon, je prends pas tout ça en voyage. Ça m'est déjà arrivé de prendre beaucoup de matériel. Donc voilà, je peux poser la caméra La ici. machine ici, tu as un retour J'ai moniteur. un retour moniteur ici. Tu peux foutre des filtres devant. Je peux foutre des Et puis, filtres. puis t'es stable. Ouais. Ouais. Et puis il y a aussi. Alors ça c'est un petit objet qui coûte rien du tout. C'est pour stabiliser, donc c'est une épaulette. Ça Mhm. coûte, je crois, 30 balles hein, sur Amazon, ça coûte vraiment rien. Et puis il y a moyen de mettre une monture ici avec D'accord. l'appareil ou mettre directement l'appareil dessus ici. Exact. Puis c'est stable quoi. Donc vous avez vraiment quelque chose de stable et ça coûte rien quoi. Alors ça stabilise pas tous les mouvements, si vous marchez clairement on va sentir les mouvements etc. Mais Ouais. ça permet aussi de ne pas porter l'appareil, ça répartit le poids. Mhm. Donc ça peut être intéressant. Et puis il y a aussi ces outils de stabilisation que j'utilise moins maintenant parce que c'est... Bah, cela, du fait que tu dois mettre des contrepoids et tout. Ah, bah Ouais. non, là, t'as de quoi
contrebalancer l'appareil là avec ce que tu as ici? Je pense pas, non, il faudrait... Enfin, un petit peu plus ça, ouais. Mais voilà, alors ça c'est pour faire ça c'est le vieux Steadicam classique sans bras de support. Ouais. Exactement, que j'utilise plus. Alors il y a des choses très bien qui se font chez Merlin, je crois qu'il y a les Merlin, je crois, mais qui sont quand même relativement chers. Moi personnellement, je trouve qu'aujourd'hui il y a des caméras comme ça qui font le boulot. Bah surtout que tu as les versions de ces stabilisateurs sur lesquels qui peuvent encaisser en fait des appareils photo, des DSLR. Aussi, exactement, ouais. À ce moment-là, tu as un peu le meilleur des deux mondes parce que tu as ton stabilisateur micro comme ça qui est beaucoup plus petit que ça, qui est finalement grand comme ça. Ouais. Et puis dessus, tu lui poses ton GH, puis il va. Exactement. Et du coup, là, tu as les objectifs et tout. Et les prix sont plus qu'abordables, je pense, sur ces trucs. Tandis que là, c'est vraiment réglé, il faut régler le poids, puis dès que tu changes d'objectif, bah, faut tout refaire, quoi. Alors là, on était en train de parler justement donc, du matériel physique. Alors, on va aussi parler de matériel physique, mais plutôt de montage. Donc, le matériel informatique que tu n'embarques pas avec toi. Hein. Tu ne pars pas avec ton laptop pour faire du montage pendant que tu es en voyage. Donc, tu ramènes toutes ces précieuses images. D'ailleurs, tu t'inquiètes des fois avec les cartes pour savoir si ça va passer la frontière, les détecteurs. Ah ouais, alors ça, les cartes, j'ai eu des soucis. Alors j'ai eu une perte de cartes en Chine, quoi, à la douane, quoi, parce qu'ils te font vider le sac et tout machin, et puis tu perds une carte là, quoi. Alors moi j'ai une technique et un conseil à donner aussi. Au lieu d'enregistrer vos films, si vous faites de la vidéo et d'enregistrer vos films sur des cartes qui font 128 Go, 500, je sais pas, achetez des petites cartes. Achetez des petites cartes, mais plusieurs. Comme ça, c'est comme l'argent, quoi. Tu divises le risque, quoi. Exactement. Tu peux en prendre même sur toi ou comme ça. Ouais, parce que ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive en Chine et j'avais perdu une partie de mes rushs. Mais heureusement, c'était une carte de 32 Go, donc j'ai perdu que entre guillemets 32 Go de rush. D'accord. Si j'avais une carte de 128, j'avais perdu 3-4 jours de voyage, quoi. Ouais. Donc prenez plusieurs cartes et puis ça vous reviendra un petit peu plus cher. Mais vous avez moins de risques aussi, et puis je veux dire, une carte qui crache, voilà, c'est pas exclu non plus. Voilà. Ouais. Donc vous avez meilleur temps à faire ça. Et puis après pour le matériel, bah non, faut faire attention. Je prends de toute façon quasiment tout dans l'avion avec moi, et puis tout ce qui passe en soute, c'est du dur, quoi. C'est du dur, ouais. C'est des machins qui peuvent être cognés, etc. Tout ce qui est électronique, de toute façon, après, puis tout ce qui est très cher aussi, je prends avec moi, quoi. C'est ça que de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il faut voyager léger, quoi. Pas trop le choix, quoi. D'accord, donc là tu montes sur Premiere. Donc là je monte sur Premiere Pro, je fais les effets spéciaux avec After Effects, donc ça me permet de faire les ponts aussi entre Premiere et puis After Effects, parce qu'il y a des moyens de travailler avec les deux. Ça communique. Exactement. Et puis le son, j'aime bien m'amuser avec Audition aussi. De la suite Adobe aussi. Qui communique aussi très bien. Exactement. Il n'est pas intégré dedans. Pour faire des effets d'écho, des choses. Non, il n'est pas intégré. Il n'est pas intégré dedans, tu dis? Dans Premiere, tu sors, c'est un programme. Exactement. Ouais. Et puis après, ce que j'aime bien, alors pour la prise de son, j'ai sur place, je prends le H4 avec bien sûr une retour, casque, etc. Donc pour les bruits d'environnement. Mais là aussi pareil, si tu choisis quand tu es sur place, soit tu fais de la prise de son, donc soit tu fais du film, mais après faire les deux ça devient beaucoup plus compliqué quand tu es tout seul. Ouais, bien sûr. Et puis j'aime bien aussi remixer des sons en post-production. J'achète sur des banques, sur des sites, sur des banques sons. J'achète des MP3, enfin des fichiers WAV plutôt, bonne qualité. Et puis des sons de fumée, des sons d'étincelles, des woofs, des whoosh on appelle ça, des comme ça, des bruits de vent, quoi, des trucs comme ça. Pour les transitions, et puis j'aime bien mixer dans le son. Puis je pense que ça, je vais beaucoup travailler là-dessus pour les prochaines vidéos. Voilà, pour créer plus d'atmosphère, mais qui n'est pas forcément localement pris, quoi. C'est un peu du fabriqué après. Ouais, puis c'est le plaisir aussi de monter, quoi, de mixer les sons, faire des créations, quoi. Ouais, ça c'est génial, quoi. Parce qu'en plus tu remets une couche de créativité, d'émotion dans ce que tu fais. Et ça moi j'adore, quoi. La partie son, j'adore mixer les parties, etc. Rajouter des bruits de pas, des bruits de marteau, des bruits de... Ouais. Ça c'est chouette. Non, c'est clair, moi c'est la partie son, c'est de là que je viens. Moi j'étais vraiment très son à l'époque. Aujourd'hui je suis plus image, j'aime bien ça. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir, je comprends bien le principe, quoi. Bon bah écoute Nicolas, je crois qu'on arrive au bout. Tu nous as bien expliqué, je crois, énormément de facettes de ces voyages, de ces nombreux voyages que tu as fait. Tous plus passionnants les uns que les autres. Je pense que tu auras un souvenir totalement impérissable de ces épopées.
Et, J'ai jamais de regrets surtout. Et tu vas pas t'arrêter de sitôt, hein, je crois, surtout, c'est ça. Je vais peut-être me calmer un peu, mais Ouais. je vais peut-être changer de continent aussi, parce que je suis beaucoup en Asie, quoi. J'aimerais bien aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais non, par contre, pour la vidéo, la créativité et tout, j'ai toujours été à fond là-dedans. J'ai toujours aimé monter des films, l'infographie, puis il y a la partie graphique aussi, parce que je m'amuse à faire les pochettes des films, etc. D'accord, oui. Puis ça me permet de garder un pied dans toute la technique aussi, et puis ouais, non, je m'arrêterai pas, je pense. D'accord. Et puis Maintenant, en tout cas. tu vas pas faire un peu comme certains orientés plus vlog, c'est-à-dire montrer un petit peu ton quotidien. Alors ça, peut-être que dans les prochains voyages, je vais peut-être montrer un peu quelques facettes des endroits où je vais, mais avec des vidéos simples où j'explique où je suis et qu'est-ce qui se passe, etc. Peut-être faire des vidéos un peu parallèles, ouais. Ouais, un peu plus nature, quoi. Ouais. D'accord. Bah, en tout cas, merci, hein, parce que Ouais, merci à toi. c'est vraiment sympa de partager toutes ces informations. Et puis, je pense qu'il y aura plein de monde qui seront au fait de les écouter. Et ben, je te souhaite en tout cas beaucoup de chance pour la suite, de découvrir effectivement d'autres continents plus intéressants encore, ou différents. De toute façon, c'est toujours intéressant de découvrir de la nouveauté. Et voilà, merci à toi. Et puis moi, j'ai envie de dire, éclatez-vous, faites de la vidéo, de la photo, voyagez, mais toujours dans le respect, quoi. Faites-le dans le respect, faites plaisir aussi aux gens. Moi, j'ai même envie de partir maintenant avec une petite imprimante, là, les petites imprimantes Canon. Tu prends photo les gens, puis tu leur donnes la photo, quoi. Ça, c'est une bonne idée. Okay. J'ai vu un mec qui fait ça. Ouais, c'est pas mal. Et ça, c'est génial, parce que tu as vraiment un échange avec les gens, quoi. Ok, bonne Donc idée ça, pour la faites-le. fin. Ouais. Achetez-vous une petite imprimante, puis prenez en photo les gens, ça leur fera plaisir, et puis donnez les photos, quoi. Voyagez beaucoup, changez d'état d'esprit et achetez des imprimantes Canon. Enfin, je crois on a le mot de la fin. Ouais. Je pense. Ouais. Merci.